avant que le cas ne parte. Et merci d'être à notre compagnie. Et le coach Bertin Chida, bonjour. Bonjour Jumper, bonjour Néné Chéri. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Good Morning Cameroun. Alors, plutôt assez original. Hein? Exactly. You just see it from my mouth. Toujours représenté, mais j'espère que vous savez quand même que dimanche 24 septembre, il y a la finale de la Coupe du Cameroun. Bamoutos n'y est pas. C'est pour vous. Bon, oui, pour vous et PWD. C'est vrai, mais j'attendrai toujours que parce que j'ai toujours le mal de ne pas avoir participé en tant que Bamoutos à la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF. J'essaierai de comprendre si tous les équipes qui vont participer au prochain championnat, c'est-à-dire après la Coupe du Cameroun qui va marquer la fin de la saison sportive, que tous les clubs qui vont participer au prochain championnat que ces clubs soient légaux en termes de la fourniture de tous les éléments CAF. Voilà. J'espère que vous ne revendiquez toujours plus cette grosse somme d'argent à la Fédération camerounaise de football. Bon, j'en sais pas trop dans la communication interne, mais toujours est-il que si la FECAFOOT doit à Bamoutos, qu'il faut que Bamoutos soit réglé, simplement. Alors, avant qu'on reprenne notre thématique justement qui concerne la réussite en affaires, on avait commencé à en parler déjà, on a entamé les deux parties sur comment savoir qu'on a réussi ou alors qu'on est en train de réussir dans le monde des affaires, et puis les clés, on était sur les clés en fait. Oui. Avant d'aller sur la troisième partie, j'aimerais quand même que vous nous donniez votre avis en tant que coach quand même. Tout à l'heure il y avait le Dr Michael avec nous pour parler justement de ce fait de société, cet enfant qui se donne la mort du côté de Chunk, adolescent, 16 ans, et qui laisse une note. Alors, vous en tant que parent, en tant que coach également, quel est votre point de vue là-dessus? Surtout mon avis en tant que coach, parce que là, quand j'entrais en studio, j'ai suivi l'intervention du psychologue clinicien et qui a très bien débriefé, et ensuite il a donné les éléments qui permettent de se rendre compte que l'enfant est en train de tourner ou bien l'enfant est en train de changer. Et il a parlé en utilisant les 3 pôles de fonctionnement de l'être humain qui sont la pensée, c'est-à-dire le processus cognitif, les émotions et le comportement, c'est-à-dire c'est ce sur lequel on peut se baser pour savoir si quelqu'un est en train de faire un changement, s'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un ou pas. Cela m'a d'autant plus interpellé que ce matin, j'ai 2 personnes très chères à moi. Et chacun d'eux a perdu un neveu, et puis je me suis réveillé avec ces messages dans mon téléphone. J'arrive à la télé et c'est la même chose. Je dis, c'est la même chose. Les cas sont peut-être pas similaires, mais c'est quand même très proche. Je veux dire à la suite du psychologue clinicien que au lieu de... On dit toujours dans notre langage que mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant que coach, qu'est-ce que je pourrais apporter comme complément, de telle sorte que on ne puisse pas être seulement en train de résoudre le problème, mais de prévenir pour que le problème n'arrive pas. Il a parlé de la communication, c'est clair et c'est juste. Et la communication peut être aussi également la cause du suicide peut être une communication mal placée avec l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne se sent pas dans la communication, dans le discours nouveau du parent, et se dit il faut que je me donne une fin. En tant que coach, parlant aux parents, je dirais que les parents sont les accompagnateurs de ces enfants. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité d'accompagner. On n'accouche pas un enfant pour le laisser se débrouiller seul. On met un enfant au monde pour l'accompagner à la réussite de sa mission de vie. Et cette mission de vie, quand cet enfant n'est pas en train de voir plus clair devant lui, il peut arriver à se suicider physiquement. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a plein d'enfants qui se sont suicidés depuis, mais ils continuent à vivre. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas
qui n'a pas de vision dans son futur, un enfant qui ne voit pas ce que son lendemain va être, il peut arrêter avec l'école. Ça, c'est le suicide intellectuel. Il peut arrêter avec la collaboration avec la société. Ça, c'est le suicide social. Donc, nous avons plein d'enfants dans nos ménages qui se sont suicidés depuis, et on ne se rend pas véritablement compte. La cause, ou bien ce que l'on pourrait mettre en avant là-dessus, c'est quoi? C'est tout simplement la vision. Vous êtes responsable de la vision, quand je parle de vision, c'est-à-dire de la projection de l'enfant dans le futur. Vous, en tant que parent, vous l'accompagnez à se projeter dans le futur afin de voir plus clair. Parce que quand l'enfant ne voit pas plus clair dans le futur, il est prêt à mettre un terme à ce que il se dit, ça sert encore à quoi? Et il a parlé, à ce moment, la dépression va s'installer. Okay. Je pourrais même prendre un exemple, l'exemple de l'entreprise. L'exemple de l'entreprise, vous arrivez en entreprise tous les jours, vous entrez dans certaines entreprises, quand l'employé ne se sent plus bien, vous entendez qu'il n'est pas venu aujourd'hui, ou bien il a déposé sa démission. Mais en fait, c'est que nous sommes en train d'aller quelque part, il ne se sent plus là-dedans, il a arrêté. C'est la même chose avec la vie. L'enfant est en train de progresser avec sa vie, à un moment donné, il ne se sent plus impliqué, il ne se sent plus intéressé par la vie qu'il est en train de mener. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il met un terme à ça. Et ces termes qu'il met à sa vie, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Ce sont les moments, où vous avez parlé des moments de basse énergie, il y a des moments de haute énergie, il peut dire, ok, j'avance. Mais des moments de basse énergie, il peut, mais qu'est-ce que je pourrais même faire? Je peux me suicider, je peux me faire quelque chose qui me fasse mal. Ouais. À quoi est-ce que c'est même quoi la vie? C'est la même chose pour l'enfant, c'est la même chose pour les grandes personnes aussi. Donc, tant que vous n'avez pas une vue imagée de ce que vos 5 ans, vos 10 ans, vos 20 ans, vos 30 ans vont devenir, c'est probable que vous arriviez à une dépression. Une dépression peut entraîner ce suicide. Et à ce moment, on peut se rendre compte, par votre style de pensée qui a changé, c'est-à-dire ce processus cognitif, on peut se rendre compte que la qualité d'émotion que vous dégagez n'est plus la même. On peut se rendre compte que votre comportement a changé. On aura beau venir venir vous donner les éléments qui vous permettent de vous reconstituer, mais vous pourrez reprendre le lendemain, vous pourrez reprendre un mois ou bien un an après. Donc le travail à faire là-dessus, c'est de travailler sur la projection, un peu comme une voiture qui est en train d'avancer et les phares n'arrivent pas à éclairer, c'est de nettoyer ces phares pour que le chauffeur puisse voir un peu plus loin. Donc nous tous qui vivons, nous sommes comme des chauffeurs qui sont assis au volant de notre voiture, et il faut ces phares pour nous permettre de voir un peu plus loin. Donc travaillons en tant que parents à non seulement communiquer, mais à communiquer bien sur des éléments précis. La vision de l'enfant, ou bien la vision du ménage, la vision de la famille, la vision de notre profession, la vision de notre santé, afin de ne pas se suicider en cours de chemin. Donc je voudrais dire, on a plein de suicides qui arrivent tout le temps, et aujourd'hui ça se manifeste et ça fait tellement mal parce que c'est une vie qu'on a perdue. C'est quelqu'un qui aurait pu être demain, je sais pas moi, le président de la République. Il aurait pu inventer un médicament qui apporte plus de santé, plus de guérison aux êtres humains. Il aurait pu inventer quelque chose qui participe à la continuité de la vie sur la terre. Donc soyons très attentifs. Soyons très attentifs, mais travaillons vraiment fortement sur la vision de la famille. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne font jamais de réunions familiales avec leurs enfants sous prétexte qu'ils donnent des directives. Ils communiquent, mais ils donnent plutôt des directives. Ils imposent des choses et les enfants ne se sentent pas là-dedans parce que cette vision n'est pas partagée. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils ne sont accrochés à rien. Voilà. À un moment donné, ils en ont marre. Mais voilà pourquoi justement le docteur Njat ici a parlé de dialogue, parce que dans le dialogue, en fait, on est au-delà de la communication, parce que c'est un échange interpersonnel. Effectivement. Donc c'est très important, il faut pouvoir dialoguer à chaque fois. Comme on dit, la stratégie, déjà par définition même, elle est évolutive, donc voir comment on peut arrondir les angles, comment se remettre sur le chemin, parce que quelquefois on peut s'égarer de la vision, comme vous étiez en train de le dire naturellement tout à l'heure. Il y a aussi votre contribution à vous en tant que média, ce
que nous sommes, ce que le docteur a dit, le psychologue a dit, ce que je dis, les parents n'ont pas ça très souvent. Donc il va aussi également de votre responsabilité en tant que média, non seulement de répercuter, mais très souvent d'organiser des plateaux qui permettent aux parents de comprendre, je veux dire... les clés de compréhension. Oui, de comprendre comment est-ce ça doit se passer. Il y a des parents aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils doivent faire les réunions avec leurs propres enfants pour permettre la communication de circuler, parce que cette communication permet non seulement à l'enfant d'évoluer dans la société, mais également de voir là où il est en train de partir. Mais s'il n'y a pas de plateaux sur lesquels on échange sur des sujets pareils, ils ne sauront pas. Ils vont se dire, mais j'ai acheté ses cahiers, il veut encore quoi? J'ai payé son école, il veut encore quoi? Donc il faut qu'il se débrouille. L'enfant n'est pas là pour se débrouiller, il est là pour se faire accompagner par vous qui êtes parent. Vous, le parent, vous êtes son coach et vous devrez assumer ce devoir-là. Très, très important. Allez, on entre de plein fouet maintenant, de plein fouet et de plein pied dans l'instant coaching. Et avec le sujet, la thématique, nous avons commencé déjà à aborder, c'était mardi, la réussite en affaires. Alors, on a planté le décor déjà mardi avec la réussite autant subjective, aussi subjective qu'elle puisse être, mais la réussite, c'est la réussite. Effectivement. Bon, voilà. Mais maintenant, on était dans les processus. Alors, les clés ou différents processus, c'est quoi? Est-ce que ça existe un processus qui nous amènerait vers la réussite? Si oui, donnez-nous-en les clés. Oui, les clés qui nous amèneraient à réussir en affaires, ou bien le processus qui nous permettrait de réussir en affaires, puisque tout le monde aimerait avoir une belle vie. Tout le monde veut vivre en abondance, ou bien en abondance, ou bien dans l'abondance. C'est le souhait de tout le monde, vivre dans l'abondance. Mais comment faire pour vivre dans l'abondance? Vous voyez, nous sommes dans, je veux dire, nous en tant qu'êtres humains, nous voulons les choses. Et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous avons autre chose, c'est-à-dire le contraire de ce que nous voulions. Et puis on se dit, on est maudit. Non, on n'est pas maudit. C'est tout simplement parce que on n'a pas fait les choses comme cela se doit. Notamment dans la réussite en affaires. Qu'est-ce qu'il faut dans la réussite en affaires? Le processus, c'est quoi? C'est que pour réussir dans les affaires, on doit pouvoir arriver à faire le diagnostic de sa situation personnelle. Vous ne pouvez pas vouloir aller quelque part sans savoir exactement où vous êtes. Si je veux aller en Chine, il faut que je sache que je suis au Cameroun, je suis à Douala, je vais prendre mon vol à partir d'ici pour aller en Chine. Si je vais aller et je ne sais pas exactement où je me trouve, ça va être difficile de partir. Donc il y a le diagnostic de sa situation actuelle. Quand je diagnostique, je peux regarder sur le plan psychologique ce que j'ai comme capacité, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, pour savoir quelles sont les personnes que je veux mettre avec moi pour pouvoir me lancer dans ces affaires, ou bien pour pouvoir consolider ma présence dans les affaires. Beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Ils se rendent seulement compte que il y a quelqu'un qui a lancé son business de vente de pièces détachées, ou bien le bar, il a lancé un bar à côté, c'est en train de marcher. Moi aussi j'entre là-dedans, je vais mettre de l'argent et je vais aller au village, prendre un enfant qui va représenter ma vitrine et ça va marcher. Donc voilà comment est-ce que les gens pensent. Donc il faut faire le diagnostic de sa situation présente, pour dire, ça c'est mon départ, voici où je suis, et voilà là où je suis en train d'aller. Deuxièmement, il faut regarder ce que disent les Saintes Écritures par rapport à la réussite. Nous ne sommes pas dans un monde où nous n'inventons pas tout. En fait, ce qu'on appelle invention, ce n'est pas que ça n'a pas existé, ça a toujours existé, mais on n'a pas trouvé le moyen de mettre ça ensemble pour que ça donne ceci. Par exemple, la lampe à incandescence qui est en train de briller là, ça a toujours existé avant son invention, mais seulement qu'on n'avait pas trouvé le moyen de mettre ça, de savoir que je mets A, B, C, des choses pour que ça donne ça, jusqu'à ce que celui qui vienne trouver la formule ou bien le procédé, mette ça. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La paix a toujours existé la paix existe toujours entre deux personnes qui se bagarrent, seulement qui n'ont pas trouvé le moyen de se mettre, de s'accorder pour que cette paix-là soit. Donc, il faut regarder regarder ce que disent les Saintes Écritures, parce que dans les Saintes Écritures, que ce soit le Coran ou bien la Bible,
il y a presque tout là-dedans. J'appelle souvent ça un livre de la sagesse. C'est pas un livre d'histoire où on peut regarder l'histoire de Moïse, l'histoire de Jonas et autres. Mais l'histoire de Jonas, l'histoire de Moïse, autant d'histoires enseignent et disent comment est-ce que les gens qui ont réussi ont fait. Donc, et comme on n'est pas là pour réinventer la roue, on peut juste s'appliquer pour voir ce que ça donne. Je pourrais vous prendre un exemple, l'exemple de la sagesse. Tout le monde peut être sage. Tout le monde peut être sage parce que la sagesse, ça c'est la Bible qui le dit, parce que la sagesse c'est l'expérience. Vous prenez dans votre expérience personnelle, c'est-à-dire que ce que vous avez réussi ou échoué pendant pendant les années passées, si vous avez appris de ça, c'est un gain. Vous pouvez prendre cette sagesse dans l'expérience des autres. Et vous voyez que dans la Bible, ce ne sont que des histoires ce ne sont que des histoires. Recueil de récits. C'est un recueil de récits. Et dans ces recueils de récits, il y a comment est-ce que les gens ont abordé toutes les situations qui peuvent exister. Donc, vous pouvez puiser dans votre expérience de vie, et également puiser dans l'expérience de vie de ceux-là. Par exemple, dans ces recueils de récits, ou bien dans la vie active que vous êtes en train de mener. Et quand vous allez échanger on va dire, mais comment est-ce que la dame, elle est sage comme ça? Mais en fait, c'est juste que vous êtes mis dans la prédisposition de prendre. Dans la réussite en affaires, je dis, allez regarder qu'est-ce qu'il y a. Que disent les Saintes Écritures, et ensuite faites d'abord le diagnostic de votre situation actuelle, et ensuite que disent les Saintes Écritures. Troisièmement, il faut combattre les facteurs de pauvreté. Et ça, c'est très intéressant. Les facteurs de pauvreté, je cite quelques facteurs de pauvreté. Il y a l'ignorance. Si j'ignore que aujourd'hui, on est en train de passer à l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que je vais lancer mon business de façon traditionnelle. Et demain, ceux qui ont lancé avec la prise en compte du digital, de l'intelligence artificielle, de tous les autres éléments qui sont là, pendant que je vais sortir pour aller chercher mes clients, ils auront déjà mis une plateforme qui leur permet de pouvoir rapidement obtenir des clients. Donc, il y a l'ignorance qui est un facteur de pauvreté qu'il faut combattre. Et pour combattre cette ignorance, il faut se mettre à l'école. Les gens pensent que quand je suis sorti de l'école, tout est fini, je peux croiser mes bras et rester tranquille parce que j'ai fini d'apprendre. Il y a cette ignorance. Il y a l'ignorance, il y a également la perte de temps. La perte de temps peut être quoi? La mal-organisation, la mauvaise organisation de mon temps. Je me focalise sur des choses qui n'ont pas réellement leur objectivité chez moi. Par exemple, je peux me focaliser j'ai entendu dire que le sommeil est très important pour l'être humain, et il faut passer 8 heures de temps à dormir. Est-ce que les 8 heures de temps à dormir me servent dans la planification que j'ai mis sur pied? Ça, ce sont des facteurs. Le sommeil peut être un très très grand facteur de pauvreté, parce que en analysant, si je prends 8 heures de sommeil que je fais par jour, et en 60 ans, avec la règle de 3, j'aurais passé 20 ans de ma vie à dormir. Si je prends 4 heures de temps où je fais les va-et-vient, à 60 ans, j'aurais passé 10 ans de ma vie à dormir. En additionnant sur le sommeil et le temps passé, vous voyez que j'ai déjà perdu 30 ans. Et si j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans, je suis déjà à 50 ans. Donc à 60 ans, je n'aurais passé que 10 ans de ma vie à m'occuper de quelque chose de réel. Si réellement je me suis occupé de quelque chose de réel, vous voyez qu'à 60 ans, je n'ai passé que 10 ans à travailler sur moi-même ou bien œuvrer pour mes affaires. Est-ce que j'ai vraiment l'intention de réussir si je m'investis seulement dans ça? Si je m'investis seulement à 60 ans, 10 ans de ma vie pour pouvoir réussir, ça c'est un facteur de pauvreté qu'il faut combattre. Il y a également la malhonnêteté. Les gens pensent également que pour réussir, il faut que je réussisse à truander les gens autour de moi. Alors que quand tu truandes une personne autour de toi, c'est une personne vers qui tu ne pourras plus te retourner quand tu seras dans le besoin. Quand tu seras dans le besoin. Le besoin, c'est pas seulement le besoin d'argent. Le besoin peut être le besoin de communication, le besoin de main-d'œuvre, le besoin de diffusion de ceux dans lesquels tu es en train de te lancer. Quand tu es malhonnête à l'endroit
l'endroit des autres, ce sont des personnes que tu es en train de cultiver pour qu'ils gardent rancune à ton endroit. C'est-à-dire que tu dois marcher avec, tu as désormais marché en disant que vous voyez, ça c'est un facteur de pauvreté qu'il faut également combattre. Il y a quelques facteurs. Donc tout le monde peut aller chercher autour de soi ces facteurs de pauvreté qu'il faut combattre. Les facteurs de pauvreté. Les facteurs de pauvreté qu'il faut combattre. J'ai parlé de l'ignorance, j'ai parlé de la perte de temps. L'ignorance qui coûte cher. L'ignorance, il coûte cher. J'ai parlé de la malhonnêteté. Et il y a plein d'autres facteurs de pauvreté qu'il faut combattre. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, il faut mettre cela de côté. Il faut vous engager dans un travail qui est très précis. Il faut savoir saisir les opportunités en affaires. Il y a Bill Gates qui a dit les opportunités sont comme les trains à grande vitesse. On ne les saisit pas quand ils ne sont pas encore là. On ne les saisit pas quand ils sont déjà partis. On les saisit quand ils sont là. Si quelqu'un est devant cette télé et qu'il doit saisir cette opportunité de construction de son mindset pour la réussite en affaires, il peut saisir s'il attend de saisir plutôt mardi quand on va être là, aujourd'hui serait déjà passé. Oh, ce temps qu'on laisse passer, ce n'est plus rattrapable, c'est plutôt le temps pour autre chose que l'on est en train de rattraper, quand on est en train de saisir à ce moment-là. Donc il faut être capable de saisir les opportunités, être prêt. Saisir les opportunités, c'est être prêt, avoir un esprit qui est en attente de quelque chose. Et les gens transforment souvent l'opportunité en une question de chance, pour dire que non, John Peu a eu la chance de... S'il n'avait pas la chance d'être à la télé, est-ce qu'il serait en train de faire telle chose? Est-ce qu'on l'aurait vu? C'est pas une question de chance. C'est une question d'esprit préparé à recevoir quelque chose qui, en fait, c'est que cette chose-là qui est en train de passer, c'est une chose bonne ou bien une chose mauvaise. D'ailleurs, même que ceux qui réussissent, ils font attention à une idée. L'idée de mettre sur pied la matinale. L'idée de mettre sur pied une télévision. L'idée de mettre sur pied... L'idée de construire un avion, c'est-à-dire d'agencer les morceaux de fer, on va dire ça comme ça, les morceaux de fer dans lesquels l'être humain va entrer et ça va le transporter d'ici aux États-Unis, d'ici en Chine, ainsi de suite. Tout a commencé par une idée qui est devenue une idée de génie. Une idée de génie parce qu'on l'a transformée en une idée de génie. C'est une opportunité. Et quand vous allez saisir les opportunités, ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas l'esprit prêt à attendre, à comprendre que ça c'est une opportunité, c'est quelque chose qui peut apporter demain, ils vont te dire descends sur terre. Ils vont te dire descends sur terre. Tu penses que tu peux réussir ça? Tu ne peux pas réussir. Tu as déjà vu ça où? Mais en fait, ce que tu as déjà vu ça où? C'est que les gens ont déjà vu quelque part, on l'a déjà réalisé. Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas voir ça quelque part et que je sois le premier à pouvoir initier? Cette chaise sur laquelle je suis assis aujourd'hui, quand on était habitué qu'à s'asseoir à même le sol, celui qui a pensé, la première personne qui a pensé qu'il pouvait construire une chaise comme celle-ci, on lui a dit que c'était une idée de fou, de personnes qui sont insensées parce que construire quelque chose, on s'assied dessus. Donc on ne va plus s'asseoir au sol, on va seulement s'asseoir comme si on était debout. D'abord c'est inconfortable, d'abord on va donner tous les éléments pour te décourager. Et ça, tu vas perdre cette opportunité d'idée que tu aurais pu transformer en une idée de génie. Donc c'est très important de pouvoir apprendre à saisir les opportunités en se préparant à l'avance. De telle sorte que quand l'opportunité va passer, toi-même tu vas pouvoir identifier que c'est une opportunité. Il faut savoir prendre des risques mesurés. Ce sont toujours les risques, mais mesurés. Mais il faut savoir prendre des risques mesurés. Parce que il y a un langage populaire qui dit que qui ne risque rien à rien. Donc, comme qui ne risque rien à rien, tu vas te lancer dans tout? Non. Il y a des experts, c'est-à-dire il y a des experts qui peuvent vous permettre de pouvoir mesurer les risques. Et ces experts sont contenus dans votre cerveau collectif et dans votre cercle d'influence. Votre cerveau collectif, c'est de pouvoir savoir que, oui, je suis un homme qui veut se lancer en affaires ou bien qui est dans les affaires. Sur le plan de la fiscalité, je n'ai pas connaissance, mais je connais quelqu'un qui est un mordu de la fiscalité. Je le prends comme quelqu'un à qui, si j'ai un problème de fiscalité, je vais me renseigner chez la personne. Sur le plan juridique, si je suis en train d'être truandé dans une affaire ou bien dans un contrat, il faut absolument que je me tourne vers telle personne qui connaît puisque je ne peux pas aller devenir un avocat aujourd'hui ou bien un féru
je veux dire, des lois pour comprendre tout ce qui se passe dans le droit des affaires. Donc, je m'entoure de quelqu'un d'un conseil là-dessus. Sur le plan, je ne sais pas moi, des finances, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, voilà comment est-ce que je m'entoure d'un cerveau collectif. Ce sont des gens qui ne sont pas automatiquement mes amis, mais des personnes à qui je pourrais me retourner pour aller prendre une information et qui me permettent de pouvoir évoluer dans mes affaires. Maintenant, le cerveau, le cercle d'influence. Le cercle d'influence, ce sont ces personnes qui vont me motiver à aller de l'avant, à ne pas me suicider, Me suicider, en affaires, ce serait quoi? Ce serait d'arrêter. C'est-à-dire que je rencontre une difficulté et je croise du coup les bras. Je dis que ouf, franchement, je savais même que je ne pourrais pas y arriver. Et tout le monde, ça se dit chez tout le monde. Dans la dépression, je savais que je ne pourrais pas y arriver. C'est tellement difficile. Oh, la vie est constituée de ses hauts et de ses bas. Il faut que je m'entoure du cercle d'influence, ceux-là qui vont me motiver en me disant que s'il y a quelqu'un qui a réussi quelque part, toi aussi tu le peux. Je connais, j'ai des références sur des personnes qui ont fait face à ces difficultés et qui ont pu réussir. Okay. Donc, je vais m'entourer de ce cercle d'influence qui va me permettre de pouvoir travailler davantage et transformer les difficultés en opportunités, transformer l'adversité en opportunité et continuer d'avancer. Ça, ces personnes, rien qu'en les regardant, le cercle d'influence, le cerveau collectif, ça me permet de pouvoir mesurer les risques et de continuer à avancer. Donc, il y a également les facteurs clés de succès en affaires que je dois pouvoir connaître, c'est-à-dire en allant dans les forats ou bien des réseaux de personnes qui font dans la même activité que moi, qui sont dans les affaires que moi. Je ne pourrais pas chercher ces clés. Je suis un homme d'affaires qui a envie de progresser, qui a envie d'atteindre le million ou le milliard. Je ne pourrais pas laisser ces personnes qui sont en train d'émigrer dans ce sens pour aller voir ceux avec qui je vais parler d'une jambo au kiosque de jeux au hasard, ou bien des journaux, les titrologues aux journaux. Je ne vais pas m'attacher les services de ceux-là, mais plutôt les services de ceux qui sont en train d'émigrer dans le même sens que moi, parce que chez eux, j'aurai les clés de la réussite et non chez les autres qui sont un peu moins que moi. Donc, ça, c'est quelques éléments parce que je te vois regarder la montre. Parce que we are running out of time. J'aimerais quand même que Néné Chéri nous fasse aller summarize. Are you sure I'm going to be able to do it? Because I'm in a haste. I want to go. It's weekend. But anyway, let me just try and give you some little ones. Yes, Coach was saying that he was giving some factors as how you can succeed in business. He was talking about to diagnose some certain aspect in your life, your present situation. It could be physical, psychological factors which you need to diagnose before you engage yourself. And he went as far as saying that there is the book of wisdom. He called the Bible, the Quran, the book of wisdom. That that book carries a lot of intelligence, knowledge. If you get inside, you only get to develop your mindset. And he also went ahead to say that you need to go to the milieu of people who are in this that have the same vision with you, that can make you to move ahead. And then around you, there is a spirit of poverty. I want to use the spirit of poverty, some factors that can make you remain poor. So you need to fight that aspect in your life to be able to progress in business. Because if you are kind of a person who think that you can scam people and make your way out, you might be destroying some relationship. Like I always say that a tree has so many branches. When you're climbing a tree, do not break a branch, because if you go up top and one branch can fail you, while coming down you will be able to hold another one. And he said again, there's one important one he was saying, be an opportunist. I love this one. Be an opportunist. Always seize opportunity when it comes to it. You don't always say that, okay, fine, I will try tomorrow. No, when it is in front of you, grab it at that moment and you move ahead. Coach, I think I try to grab it. Now, seize opportunity is not. And of course, there are some adventures which you have to weigh the dangers. Don't just go and put your head into it. Meet specialists that will give you guide to be able to go. Do not say that. But Nene, I wanted to say that being an opportunist can be negative. But being an opportunist can be negative. Seize opportunities is something different. Okay. So you seize opportunities. Okay, fine. Seize opportunities. So now you got it. Thank you, Jumper. Yes. As you see me here, you see I'm inside Destroy. It is weekend. I don't know if Coach wants to take me somewhere. Jumper, what about you? There's a spaghetti. It's cozy. So this weekend we started from now.